Alors là, ce soir, merci de participer à ce webinaire. Ce soir, nous avons pour thème, en fait, comment faire de l'échec professionnel un tremplin. Et c'est donc de ce sujet-là que nous allons échanger tous ensemble. Je voudrais vraiment que ce soit un échange et pas simplement un monologue ou une personne qui est juste en train de parler à un groupe, mais vraiment que nous puissions partager nos expériences respectives. Et donc, ce que je vous demanderais, si je peux compter sur vous pour que lorsque vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main, euh, interrompez-moi s'il le faut pour peut-être apporter plus d'éclaircissement sur un point ou un autre que j'aurais à partager. Parce que vraiment, ce qui est nécessaire, ce que je voudrais, c'est que on va se déconnecter, on va sortir de notre, de notre réunion, de notre rencontre, et bien finalement, qu'on va pouvoir se dire, ben dis donc, j'ai vraiment appris quelque chose, j'ai ajouté d'autres arcs dans ma sacoche et ça pourra donc m'aider à pouvoir rebondir là où effectivement il y a besoin de rebondir au niveau professionnel. Alors, sans plus tarder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu passer au travers de de quoi on va parler aujourd'hui. On va définir ce que c'est que l'échec et pourquoi. Pourquoi est-ce que finalement, et est-ce que l'échec est nécessairement quelque chose de négatif? On va voir ça ensemble. Comment est-ce qu'on doit aborder toutes les facettes de l'échec? On va aussi voir ensemble quels sont les différents tips pour rebondir après un échec et la part de l'intelligence émotionnelle dans tout ça. Comment je fais pour me reconstruire, comment je fais pour rebondir, pour finalement atteindre quand même mes objectifs malgré l'échec que j'ai pu rencontrer. Et bien sûr, tout ça est cadré au niveau professionnel, mais vous allez voir que dans les différents exemples, il va aussi y avoir des exemples de vie que peut-être viendront aussi de vous, hein, de vie sentimentale, familiale, amicale. En tout cas, quel que soit le type d'échec que nous avons pu connaître, nous serons certainement enrichis parce que les principes finalement restent les mêmes sur plusieurs plans. C'est bon? Est-ce que je peux compter sur tout le monde pour le fait de pouvoir interagir avec moi? Ah, moi, j'insiste, hein. L'interaction, c'est ce que je veux. Est-ce qu'on peut me répondre? Sans ça, je ne réagis pas, je n'avance pas. Ah, ok. Très bien, merci. Merci beaucoup pour le petit pouce. Et donc, on va donc commencer simplement à parler de qu'est-ce que c'est que l'échec, hein? Alors, on pourra peut-être simplement résumer cela sur le fait que l'échec, ben, c'est un résultat, mais c'est un résultat qui n'est pas positif, qui ne correspond pas à nos attentes. Ça peut être une attente que nous avions en termes de relations amicales, amoureuses, professionnelles. Ça peut être un projet dans lequel on y a mis énormément d'énergie, toute notre être est entrée dans ce projet-là pour pouvoir y arriver. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Ça peut être une action qu'on a posée, ça peut être simplement euh, une incapacité pour X, Y raison finalement à atteindre les résultats. Et oui, combien de fois, souvent d'ailleurs, j'ai entendu des fois, oh, j'ai raté mon bac, j'ai raté ma licence. Hein, il y a des personnes que vous connaissez certainement et qui sont passées par là et finalement dans ce stade universitaire se disent mais ouh là, je suis complètement découragée. Et pourtant j'avais tellement travaillé. Et puis on a d'autres, on a connu des personnes qui sont venues vers nous et qui nous ont dit oh là là non mais je t'assure mais vraiment cet échec amoureux, cet échec sentimental. Non, ça m'a fait tellement de mal que je me replie sur moi-même. Finalement, j'ai l'impression de n'intéresser personne. Hein? Donc, le coût de cet échec-là nous emmène à vivre certaines impressions, certaines émotions. Et puis, finalement, on se laisse aller dans tout ça. Mais donc, tout ce que je veux relever dans tout cela, c'est que tous ces témoignages me rappellent une chose, c'est qu'effectivement, l'échec nous remplit presque toujours d'émotions négatives, c'est vrai. On est soit abattu, soit on est découragé, soit on est rempli de tristesse, ou encore, mais vraiment à l'extrême, il y a une grande colère qui est en nous.
Et encore pire, hein, quand c'est un premier échec. Je me rappelle avoir vécu un échec sentimental il y a très 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 longtemps. J'étais très jeune, j'étais dans la vingtaine. Et croyez-moi que je suis très loin de la vingtaine. Et donc, je parlais à une dame beaucoup plus âgée que moi et je pleurais, je pleurais. Et la dame me regardait avec un sourire et je ne comprenais pas. Et puis, je lui dis, mais je suis en train de pleurer et toi, tu souris. Et elle me dit, oh, ma fille, ce n'est que le début, crois-moi, tu en connaîtras d'autres. En fait, elle en a vu, elle en a vu beaucoup. Donc, du coup, elle a appris à encaisser l'échec, elle a appris à transformer l'échec en quelque chose de transformateur. Mais moi, c'était le premier échec, vous voyez. Et donc, c'est comme ça. Si nous avions le temps, nous aurions pu passer un témoignage à chacun et on aurait effectivement relevé ce fait-là que le premier, ah là là, le coup, il est quand même dur. Et donc, quand on arrive à ça, qu'est-ce qui se passe? On a envie de rester dans notre lit, hein, de pleurer toute la journée, de ne voir personne quand on est quelqu'un d'introverti, ou alors on a vraiment envie, aller au contraire, de crier notre douleur et que toute la terre entende ce qui se passe, ma colère, etc., si je suis extraverti. Mais chose certaine, c'est que pendant quelques heures, quelques semaines, quelques mois, il va falloir boire cette poisson amère, cette potion amère, pardon, et laisser couler nos larmes. Ben, dans la vie professionnelle, il n'y a rien de nouveau non plus. La vie professionnelle n'est pas une ligne droite, elle n'est pas plate, au contraire. Elle bifurque à droite, à gauche, en fonction des événements. On fait face à des obstacles qui viennent parfois nous positionner comment dire, dans des comportements ou dans des positions que nous voulions vraiment pas avoir face à un client ou face même à des employés ou face à des collègues ou à des collaborateurs. Et c'est pas toujours évident finalement de pouvoir contourner ces obstacles-là. Et quand on n'arrive pas à les contourner, paf, c'est l'échec qui apparaît. Et bien que l'échec finalement fasse partie de la vie courante, de la vie courante de chacun d'entre nous, c'est inévitable. On ne peut pas faire sans échec en fait. C'est déjà la première chose sur laquelle j'aimerais vraiment que nous puissions partir à partir de là dans tous ces échanges que nous allons avoir ensemble. L'échec est inévitable, fait partie de la vie et l'échec nous oblige finalement à nous remettre en question. Alors, dans tout ça, par rapport justement à notre vie professionnelle, est-ce que l'échec est forcément négatif? Ça, c'est une question importante à nous poser. Oui. Est-ce que l'échec est forcément négatif? J'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de voir les deux facettes de l'échec, voyez? Et dans notre parcours professionnel, quel qu'il soit, il peut y avoir peut-être un contrat qu'on a perdu, il peut y avoir un projet qu'on n'a pas réussi à mettre en place, à implémenter comme il faut, et qui a, à cause de cela, causé plusieurs dépenses inutiles. Il peut y avoir un licenciement inattendu qui nous met vraiment dans le rouge. Mais vous savez, des situations d'échec, nous en avons tous connues, ça c'est clair. Mais l'échec a deux visages en fait. D'un côté, n'est-ce pas, il va évoquer l'absence de réussite, une défaite, donc quelque chose de négatif, mais profondément négatif. Et c'est ce qui fait que finalement l'échec est mal perçu, que ce soit par soi-même ou par les autres. D'accord? Et mais non seulement ça, mais ça va engendrer aussi du stress, de l'anxiété, une perte de confiance en soi, une peur du regard des autres finalement, qui sont un ensemble d'émotions, si vous voulez, négatives que l'on ressent par rapport à ce parcours d'échec que nous sommes en train de traverser. Mais il y a aussi l'autre facette de l'échec, en fait. Et c'est sur ça aussi que j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de nous concentrer. C'est que l'échec peut être aussi vu comme une expérience à part entière qui va nous permettre de donner le meilleur de nous-mêmes également. Il y a une main. Et oui, tout à fait. Alors, l'échec est réellement cette expérience-là qui va nous permettre de pouvoir nous redonner la possibilité de donner le meilleur de nous-mêmes après, évidemment, cet échec-là. On va prendre un exemple très simple. Prenons le vélo.
Hein. Je ne sais pas si parmi d'entre nous, certains sont bons au vélo, mais pour ceux qui sont bons au vélo, vous êtes d'accord avec moi que la première fois, c'était pas évident. Vous tombiez, allez vous essayer un petit bout et vous tombez encore, mais finalement, à force de répétition, à force de persévérance, ben, vous avez réussi à avoir votre point d'équilibre et aujourd'hui, bon, ben, vous faites du vélo. Et c'est exactement la même chose en fait. Cette facette-là de l'échec, ben, elle nous permet justement de pouvoir transformer notre échec en réussite. Et c'est pour ça que je prends la peine de... j'aimerais juste vous poser une question. Que vous inspire ces deux images? Allez, hein, l'image de droite par rapport à ce que je dis et l'image de gauche. Qu'est-ce que ça vous inspire? Une ou deux personnes qui pourraient peut-être participer? Ah, je l'ai dit, hein, c'est un échange. Moi, j'ai l'impression, si je peux me permettre, je vois deux femmes, deux postures. Celle de droite, ça, on dirait que ça va pas, mais elle, elle reste sur ce ça ne va pas. On dirait qu'elle médite la négativité, tout ce qui ne va pas. Je vois celle de gauche. Les papiers sur la table me donnent l'impression de se dire qu'elle a dû recommencer ou que, voilà, elle a pas directement, elle n'est pas directement dans le bon, mais je la vois quitter le papier, être sur PC et être concentrée. Donc, j'ai l'impression que toutes les deux, peut-être, font face à soit de l'échec ou un challenge, mais que leur posture n'est pas la même. C'est l'impression que j'ai. Absolument. Et c'est vraiment la bonne impression. Puis il y a Kiana qui dit la détermination et le dégoût. Effectivement, c'est vraiment cela en fait. C'était exactement ce que je voulais donner comme inspiration. C'est que l'échec professionnel finalement devrait être pour nous un tremplin pour rebondir dans notre carrière et montrer de quoi on est capable finalement. Il faut retenir une chose, c'est que ceux qui ne font pas d'erreur ne prennent pas de risques. Ça, c'est clair. Il ne peut pas y avoir de il ne peut pas y avoir de réussite, pardon, sans prise de risque. Et quand on prend des risques, forcément, à un moment donné, il peut y avoir une erreur qui s'immisce. Mais c'est pas ça qui doit nous empêcher. C'est effectivement ce qui doit nous encourager, en fait, à continuer et nous challenger au quotidien, finalement. Mais pourquoi? En fait, pour trouver du sens au travail que nous faisons. C'est à nous de donner le sens au travail que nous avons. C'est à nous de donner un sens à notre entreprise, au poste que j'occupe au sein de l'entreprise, au projet dans lequel je me suis investie, quel que soit finalement le projet. Hein, comme je le disais au début, c'est vrai qu'on parle de milieu professionnel, mais ça peut être dans tous les domaines de notre vie. C'est à nous de donner un sens. Et ce sens-là, c'est ce qui devrait finalement nous driver, comme on dit au Québec, pour nous amener finalement à nous dépasser et à faire en sorte que, quels que soient les obstacles, que je puisse réellement atteindre mon objectif. Donc, l'échec, c'est vrai, c'est toujours dur à encaisser, mais comme je le disais, ça peut nous permettre de réajuster les projets et de rebondir. Alors, comment donc faire de l'échec un tremplin et non un naufrage? Parce que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Mais avant cela, j'aimerais, si vous le permettez, que nous puissions suivre une vidéo et ensuite on va continuer notre échange ensemble. 100% des gens qui réussissent à être en pleine santé, avoir de bonnes relations, un travail qu'ils adorent, faire la différence auprès des autres, ou qui gagnent des millions et des millions et des millions, appliquent ce principe. Et ce principe, c'est celui de savoir se redresser. L'erreur, ce n'est pas de chuter, c'est de mettre du temps à se relever. La plupart des gens mettent du temps à se relever. En clair, le grand secret, c'est d'apprendre de nos coups durs, d'apprendre de nos désillusions, d'apprendre de nos échecs. Nous voulons plus d'argent. Nous voulons plus de liberté. Nous voulons plus de choix. Mais la plupart des gens ne sont pas prêts à passer par les échecs. Vous comprenez? Ils ne sont pas prêts finalement à apprendre du terrain, à apprendre de cette recherche et développement finalement, à apprendre de cette connaissance que nous obtenons des échecs, à apprendre ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'il faut faire, mais en agissant. Vous savez, la plupart des gens vont rester dans l'enthousiasme, le fantasme avant un projet. Et pendant le projet, à la moindre difficulté, le moindre virage, c'est terminé. Et les gens sont enthousiastes
avant le défi. Mais ce qui provoque l'enthousiasme, c'est d'affronter les défis, d'affronter la pleine mer et la tempête. D'ailleurs, j'aime bien cette citation, vous savez, de Winston Churchill qui dit que la réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Moi, je traduis cela par rester engagé à 110%. Garder ce feu sacré, cette énergie, cette vaillance. Et on se redresse. On chute, on se redresse. On chute, on se redresse. L'erreur, ce n'est pas de chuter, c'est de mettre du temps à se relever. Mais je crois que c'est ça la définition de la vie. Sachez que ces échecs ne font que peaufiner vos actes. Les échecs, si tant est que ce soit des échecs, souvent, un échec, c'est quand tu abandonnes complètement. Ça, c'est un échec. Sinon, c'est un résultat négatif, frustrant, décourageant, non prévu. Mais ce que le grand public appelle des échecs, c'est ce qui vient peaufiner nos actes, aiguiser notre pioche finalement, pour aller plus vite ensuite. Les échecs nous permettent d'aller plus loin, plus vite ensuite, nous permettent d'être des experts de la vie. Vous savez, je crois que nous sommes à l'école de la vie et c'est un emploi à temps plein, on en a fait pour perpète. Et si on n'apprend pas la leçon de la vie, elle se représente. Dans mes participants, je pense notamment au Weekend Spa, on a eu un homme qui s'était marié plusieurs fois avec le même type de femme avant de comprendre que c'était pas ce type de femme qu'il lui fallait dans sa vie. Il n'avait pas retenu la leçon. Les leçons se répètent, autant apprendre le plus rapidement possible la leçon de la vie. Parce que c'est l'école de la vie. Et en apprenant de nos erreurs, ça c'est une bonne démarche, vous comprenez? On apprend ce qui est bon de ce qui est pas bon. Mais aujourd'hui, les gens veulent semer et récolter les fruits tout de suite. Ils veulent semer et manger le fruit. Ça marche pas comme ça, à la vraie. Et notamment dans l'entrepreneuriat. Vous savez, les personnes qui réussissent le mieux, dans tous les départements, employés, entrepreneurs, papa, maman, étudiants, tous les gens qui réussissent le mieux dans dans tous les principaux départements de la vie, relations, santé, travail et puis argent. Eh bien, ce sont des gens qui savent comment rebondir et se redresser rapidement. Apprendre de ces expériences douloureuses comme des bonnes, c'est ça la vie. C'est ça la réussite. Alors, dites-moi, que pensez-vous de ce que ce monsieur nous partage? Hello, hello. Il y a une réponse ici. Inspirant. Oui, très bien. Kijana, qu'est-ce qui vous inspire, Kijana? Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce que ce monsieur a partagé? La résilience, oui, effectivement. Il a parlé de résilience, oui, effectivement. Dans tous ces termes, finalement, c'est la résilience qui ressort. Et c'est effectivement ce que je voudrais mettre le doigt dessus. Et la résilience, c'est une compétence comportementale, c'est une compétence, une soft skills finalement, que nous sommes appelés tous et toutes à pouvoir intégrer dans nos vies respectives, dans tout et notamment et spécifiquement en cas d'échec. Alors finalement, c'est ce qui va nous emmener à parler de l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que cette intelligence finalement vient faire dans le cadre de l'échec et comment est-ce qu'elle peut nous aider à pouvoir nous reconstruire. Mais avant ça, déjà, il faut que nous comprenions ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. Au fond, il existe plusieurs types, plusieurs formes d'intelligence, mais celle-ci, vraiment, elle est définie, si vous voulez, comme étant une capacité d'une personne à ressentir, à cerner, à maîtriser et à exprimer ses émotions qui lui sont propres. Et aussi, elle permet de pouvoir distinguer et de décoder les émotions chez les autres. Donc finalement, et dans le cas de l'entreprise, l'intelligence émotionnelle est quelque chose d'extrêmement crucial parce que c'est ce qu'elle va permettre de favoriser les relations stables et durables, d'ailleurs dans le temps. Elle va permettre de développer ses relations avec les collaborateurs, avec les supérieurs, avec les collègues. Elle va faciliter la communication et surtout garantir une meilleure performance. Or, lorsqu'on parle d'échec, c'est que quelque part, la performance y a pris un coup quelque part. Et donc, de ce type d'intelligence, qui est l'intelligence émotionnelle, je vais vous dire une chose, elle dépasse les capacités intellectuelles et cognitives. Oui,
Pourquoi? Parce que c'est finalement l'intelligence émotionnelle qui agit sans le vouloir sur nos comportements. Et lorsqu'on ne prend pas le temps de nous écouter, lorsqu'on ne prend pas le temps de nous analyser, on ne comprend pas à quel point nos émotions peuvent diriger nos décisions et nous emmener à prendre finalement de mauvaises qui nous conduisent à l'échec. Je vais vous parler d'un professeur d'une grande école de business, hein, une école américaine, qui a passé en fait avec son équipe 6 années, si vous voulez, à étudier 51 entreprises qui avaient connu des échecs, hein, mais vraiment des échecs cuisants, dont notamment comment dire, Kodak, à un certain moment de l'histoire de cette entreprise-là, et d'autres entreprises. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne-là? C'est que son conseil était très édifiant. Ils ont réalisé lors de l'étude que les mauvaises décisions de tous ces dirigeants intelligents, reconnus comme étant très intelligents, étaient parfois faites de façon, c'est vrai, intentionnelle, d'autres accidentelles, mais il y avait toujours un trait de personnalité qui finalement les rassemblait, et c'était l'orgueil. Et quelques comportements récurrents finalement qu'ils avaient aussi pointés. Ils avaient réalisé que ces personnes-là finalement prenaient leur succès pour acquis. Donc, ils se prenaient tous, ils prenaient en fait pour des gens, mais vraiment très intelligents, mais ils avaient la grosse tête, et ils estimaient que, bon, ben voilà, leur tête ne dégonflera jamais. Non seulement ça, ces mêmes leaders avaient également trop tendance à assimiler leur entreprise à eux-mêmes, en fait. Et en conséquence de cela, ben, il y avait un narcissisme exacerbé. Alors, ça les poussait à trop occuper, à être très occupés, à être le visage finalement de la société. Personne d'autre ne pouvait refléter cela. Et quand il y avait de mauvais résultats, ou encore des produits défectueux qu'ils produisaient, ou encore des pratiques managériales qui étaient destructeurs, eh bien, ils ne le prenaient pas pour eux. C'était les autres, mais pas pour eux, à cause justement de ce narcissisme-là. Ils ont remarqué que ces dirigeants-là avaient aussi un manque d'ouverture aux autres. Oui, ils avaient un manque d'ouverture aux autres, ce qui fait finalement ce qui les emmenait à prendre des décisions un peu trop rapides. Ils n'écoutaient pas les conseils de leurs collaborateurs, et finalement, ça les avait conduits à des erreurs majeures qui ont, pour certaines de ces entreprises-là, conduit à à leur faillite. Et c'était des personnes qui adoraient s'entourer de béni oui-oui. Ouais. Qui n'acceptaient pas qu'il y ait des collaborateurs qui puissent remettre en question leur position, leurs avis par rapport à une direction quelconque qu'ils devaient donner à l'entreprise. Et alors que finalement, ce qui est important à réaliser, c'est que quand on est un chef, quand on est un dirigeant, on commence à assimiler d'abord, comment dire, on accepte les coups, on accepte finalement de s'entourer des personnes intelligentes qui vont nous permettre de pouvoir faire avancer l'entreprise. Normalement, c'est cela que le dirigeant devrait être. Mais ce n'était pas leur cas. Et alors, pour eux, tout désaccord était synonyme de déloyauté, ou pire encore, bah, de remise en question de leur autorité. Et donc, plus personne autour de ces chefs-là n'osait tirer les sonnettes d'alarme pour éviter qu'ils tombent sur eux à bras raccourcis. Ils ont aussi remarqué que ces chefs d'entreprise passaient outre les alertes, comme je le disais. Quand on leur lançait des red flags, ils estimaient que les personnes étaient vraiment, ils dramatisaient, voilà, elles dramatisaient complètement et tout le temps, et estimaient que voilà, leur entreprise était la bonne, c'est eux qui avaient raison, et c'était toujours les autres qui avaient tort. Et ce qui se passait souvent, c'est que quand on leur apportait finalement ces points-là, ces red flags dont ils devaient faire attention, ben non, eux ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils répondaient en démontrant ou en parlant d'une activité ou d'une décision qu'ils avaient prise, mais qui avait fonctionné avant. Alors, c'est bien d'évaluer les réussites, les échecs précédents, c'est vrai, mais une entreprise, le passé ne peut pas être la force motrice d'une entreprise. À un moment donné, il faut savoir se remettre en question et s'assurer qu'on est toujours sur la bonne track. Ben, c'était finalement la compétence qui leur manquait.
Et beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, n'ont pas pu prendre le virage technologique. Ils n'ont pas pu saisir et comprendre l'environnement concurrentiel dans lequel leur secteur d'activité s'engageait. Et donc, finalement, bon, ben, ils ont oublié hein, ce pourquoi, finalement, ils étaient dirigeants et la mission même, l'ADN de leur entreprise. En bref, la remise en question, si nécessaire, en position de leader, que ce soit pour une personne lambda, que ce soit pour une organisation, ben, c'était totalement oublié dans le cas de figure de ces dirigeants-là. Et donc, l'intelligence, c'est vrai. C'est vrai que l'intelligence cognitive, intellectuelle, elle est essentielle, elle est importante, c'est vrai. Mais l'intelligence émotionnelle, je vais vous dire, c'est ce qui va contribuer finalement à développer une performance professionnelle qui va vous amener à toujours vous remettre en question, à vous assurer finalement que vous êtes dans le bon et que vos équipes aussi sont dans le bon et que tout le monde va dans la même direction. Ça prend de l'observation, ça prend du flair, ça prend de pouvoir s'asseoir et ne pas réagir au quart de tour, mais de plus attendre, voir un peu comment ça va se passer. Ça prend de la patience, ça prend de la résilience, ça prend une certaine maîtrise de soi. Et ça, ce ne sont pas des choses qu'on apprend dans les livres. Vous voyez, ce ne sont pas des choses qu'on apprend. On peut assister à toutes les conférences que l'on veut, à tous les webinaires que l'on veut, mais à un moment donné, il faut mettre en pratique, il faut développer ses compétences comportementales et c'est ce que l'intelligence émotionnelle finalement nous aide à faire. Alors, au fond, l'intelligence émotionnelle, si vous voulez, a 5 piliers qu'il nous faut absolument comprendre. La conscience de soi, la motivation et la maîtrise de soi. Et ces 3 piliers, si vous voulez, consistent en fait en la connaissance de vos propres états intérieurs et de leurs effets. Ce sont ces piliers-là qui vont nous aider à identifier nos forces et nos faiblesses et finalement à savoir finalement là où on est réellement source de valeur, on est réellement une valeur ajoutée et là où finalement nos capacités aussi sont limitées. Et alors, vous voyez que si les dirigeants de ces entreprises qu'on avait, que le professeur de l'école de business avait étudié, avaient développé finalement ces 3 piliers-là, eh ben, ça aurait été parfait. Ça aurait été parfait parce qu'ils auraient appris l'adaptabilité. Or, l'adaptabilité, c'est une caractéristique de la maîtrise de soi, vous voyez, au même titre que le contrôle de soi, la fiabilité, la conscience professionnelle, l'innovation. Ils étaient simplement pas prêts finalement à développer cette intelligence émotionnelle que nous avons tous d'ailleurs, hein, et elle grandit, hein, la capacité grandit au fur et à mesure que nous l'aiguisons, que nous y avons recours finalement. Et donc, la capacité même d'initiative hein, est la résultante de la motivation, vous voyez, parce qu'on est motivé à pouvoir toujours faire mieux, à faire en sorte que l'entreprise se réinvente, et ce sont ces choses-là qui leur manquaient finalement. Et puis, nous avons aussi l'empathie et la maîtrise des relations humaines. Et ces deux compétences sociales, en fait, vont nous permettre en quoi exactement? D'abord, l'empathie, c'est cette conscience des sentiments, ok, des besoins et des soucis de l'autre, pas des nôtres, mais de l'autre, d'autrui. Alors, outre la compréhension, si vous voulez, des autres, il y a aussi la passion du service, du service que nous faisons, du service, la façon d'expérience client que nous voulons que nos clients puissent expérimenter. Et donc, il y a le sens politique, oui, c'est-à-dire la capacité de pouvoir déchiffrer les relations au sein d'une entreprise, comment les relations se créent, la culture de l'entreprise dans laquelle on évolue, comment ça se passe, la collaboration, comment est-elle l'idée par les managers, etc. Donc, cette capacité-là de sentir les besoins et les carences des autres, à stimuler la capacité et l'exploitation et à exploiter pardon, la diversité, ce sont toutes ces choses finalement, comme je le disais, qu'on n'apprend pas dans un livre, mais que l'on doit développer, qu'on doit absolument développer. Donc, l'empathie, c'est justement, et la maîtrise des relations humaines sont cette capacité-là qui nous permettent de pouvoir s'enrichir nous-mêmes de ce que les autres ont à nous apporter.
à nous en tant que chef d'entreprise, à nous en tant que manager, à nous en tant que collègue, à nous en tant que collaborateur, à nous en tant que dirigeant. Et donc, dans les aptitudes sociales, eh bien, c'est ce qui va nous aider à pouvoir développer la communication, la direction, la conduite de changement. S'il y a des changements à apporter, on saura comment y faire face. On va pouvoir gérer les conflits de façon saine et constructive. On va travailler sur la coopération, la capacité à mobiliser les équipes. Ce sont toutes ces choses-là, finalement, qui font partie de l'intelligence émotionnelle qui avait manqué à ces dirigeants d'entreprise. Donc, je vais vous dire, en fait, c'est que faire face à l'échec maintenant, avec tout ce dont on a compris sur le rôle de l'intelligence émotionnelle, eh bien, c'est qu'elle va nous aider à reconnaître notre douleur. Lorsqu'on fait face à un échec, parce qu'on a appris justement à développer cette sensibilité-là à nos émotions, à notre conscience de soi, eh bien, on saura reconnaître nos douleurs. On saura analyser là où nous avons failli. Parce que l'intelligence émotionnelle, finalement, nous emmène à faire preuve d'humilité. Mais nous saurons aussi solliciter les conseils, nous saurons aller chercher finalement les avis des uns et des autres, chose qui manquait d'ailleurs à nos dirigeants, et ajuster, à nous ajuster, à ajuster certains objectifs que nous avions, à ajuster peut-être certains plans de match, certaines actions que nous devons poser pour finalement rebondir et atteindre quand même notre objectif tout en cultivant la positivité, tout en cultivant le fait que voilà, j'ai pas réussi, c'est vrai, mais c'est possible d'y arriver parce que dans l'intelligence émotionnelle, il y a la motivation qui fait toute la différence. Je vois qu'il y a quelqu'un, oui, voilà. Et donc, c'est ça qui est très important à comprendre par rapport à cela. Et nous allons donc chuter simplement notre échange par des tips, finalement, quelques conseils qui vont nous aider à rebondir après un échec. Eh bien, le premier, c'est d'accepter d'avoir échoué. Oui, le fait d'accepter d'avoir échoué, ça ne fait pas de nous un loser, ok? Et c'est pour ça que je prends la peine de dire qu'il ne faut pas s'identifier à l'échec. Je ne suis pas un échec, mais j'ai connu ou je connais un échec. Il y a deux choses. Je vis un échec ou je traverse une période d'échec, voilà, mais je ne suis pas un échec. Donc, c'est très important de comprendre ces choses-là et de faire la nuance. Parce que lorsque vous ne faites pas cette nuance-là, finalement, vous ne partez pas en vainqueur pour vaincre, mais vous partez en vaincu pour être continuellement vaincu. Parce que finalement, vous vous identifiez à cela, vous avez déjà décidé que vous êtes un échec. Donc, ce projet commercial, vous ne pourrez pas le réussir, même si on vous le redonnait. Ce client, vous ne pourriez pas le réavoir parce que de toute façon, vous êtes un échec. Un emploi, un nouvel emploi dans ce secteur, même si j'ai connu un licenciement, ben, je ne pourrais pas l'avoir parce que de toute façon, j'ai pas réussi, donc je réussirai pas. C'est extrêmement important de faire attention à votre perception, à la perception que vous avez de vous-même. Mais tout en acceptant, oui, il faut prendre ses responsabilités, effectivement, et oui, voilà, et assumer que oui, j'ai échoué. Se regarder droit dans un miroir et d'accepter cela. Mais c'est pas tout de l'accepter. Il faut aussi pointer du doigt finalement qu'est-ce qui a fait que je ne suis pas arrivée aux objectifs que je m'étais fixés. Où est ma part de responsabilité dans cela? En fait, c'est sur ce point-là que je voudrais surtout qu'on puisse porter notre attention. Lorsqu'on est dans une conduite de projet, généralement, nous sommes plusieurs à faire un projet, à développer ce projet. Mais lorsqu'il échoue, il n'est pas bon de dire, ah, c'est à cause de tel ou de tel. Il est toujours important de se poser la question de savoir quelle est ma part pour mieux faire finalement pour les autres projets qui me seront confiés. Et même si c'est pas vous qui êtes le leader du projet, mais c'est important de se remettre en question par rapport à cela. Et ça, c'est dans tous les autres domaines de notre vie également, hein, que ce soit en couple, que ce soit en famille, que ce soit en amitié. Il est important de nous remettre en question et vraiment d'identifier la raison ou les raisons pour lesquelles j'ai échoué. Puis ensuite, en identifiant cela, ça fait mal, hein, ça fait vraiment mal. Ouch! Oh là 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 là, comment tu as pu faire ça? C'est là où il faut se requinquer un peu le moral, n'est-ce pas? En repensant aussi à vos réussites. Vous voyez? Dans le point 1, j'ai parlé du fait qu'il ne faut pas s'identifier à l'échec.
Ben ici, c'est le point que je voudrais aussi relever. Le fait de pouvoir aussi repenser à ce que vous avez réussi va vous empêcher de vous identifier en fait à être un échec, à vous concevoir et à penser que vous êtes un échec. Non. Voilà, il y a aussi d'autres choses que vous avez réussi dans votre carrière professionnelle. Il y a des défis auxquels vous avez fait face et vous avez finalement réussi à pouvoir, comment dire, sauter tous les obstacles qui étaient devant vous, les contourner, et finalement, vous y êtes arrivé. Et que ce soit aussi dans un problème de couple, vous êtes certainement passé par des situations, vraiment, vous vous disiez, aïe, 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 aïe. Dans cette phase-là, je crois que finalement, ça va être patraque, on va casser, on va divorcer, ça sera fini. Et finalement, vous, parce que vous avez réussi à adopter un certain comportement, à aborder les choses d'une certaine manière, et finalement, ben, le vase ne s'est pas cassé. Eh bien voilà, donc repensez à ces réussites-là. Ça vous permettra d'équilibrer les choses. Parce que lorsqu'on est en situation d'échec, on peut avoir tendance à se blâmer un peu trop. Et ça, c'est pas bon, c'est malsain. D'accord? Donc, c'est important de pointer le doigt sur ce qui n'a pas marché. Où est ma part de responsabilité? Mais voilà. Aussi penser au fait que je suis capable d'y arriver parce que j'ai déjà réussi. Et même si je n'ai jamais réussi, ben, c'est l'opportunité pour moi de réussir. Et c'est là où c'est important de pouvoir vous entourer des personnes qui vous font confiance, des personnes qui connaissent et qui reconnaissent la valeur de qui vous êtes. D'accord? C'est pourquoi, quand on est en situation d'échec, il est important de ne pas parler à tout le monde. Il est important de ne pas chercher conseil auprès de n'importe qui, mais vraiment des personnes que vous savez, qui vous respectent, qui savent de quel bois vous êtes fait finalement et qui pourront vous écouter et vous aider finalement à transformer cet échec-là en réussite. Et c'est dans ce processus-là qu'il va falloir vous pardonner. Alors, il est très important. J'ai rencontré dans mes consultations que je fais auprès de différents directeurs, managers, etc., ceux qui ont connu des échecs assez cuisants dans leur entreprise ou qui ont été licenciés et qui ont finalement intégré un nouveau poste suite à des échecs, ça, là, le fait de ne pas se pardonner, je l'ai souvent vu. Et il faut faire très attention à cela. De toute façon, qu'on se pardonne ou pas, ça change rien parce que l'échec a déjà été fait. Voilà, on ne peut pas retourner dans le passé. On ne peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est prendre ce qu'on a présentement entre les mains et de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai entre les mains pour faire mieux. C'est le moment de pouvoir oser, en fait. C'est le moment de pouvoir c'est pas le moment de se flageller et, euh, et tu es déjà à terre et tu vas encore te mettre plus bas que terre. C'est pas possible. Et le commencement finalement de se relever commence par le pardon. Par le fait que voilà, le pardon, c'est quelque chose de très simple. Hein, c'est de décider de ne plus en tenir rigueur à cette personne de ce qu'elle m'a fait. Eh bien, à toi-même, à vous-même, vous vous le dites. Malou, je décide de ne plus t'en vouloir, de ne plus te tenir rigueur par rapport à ce que tu as fait, par rapport aux erreurs que tu as commises. Et je suis prêt, Malou, à pouvoir fonctionner avec toi pour pouvoir rétablir les faits si c'est possible, pour pouvoir réparer si c'est possible, ou en tout cas faire mieux, faire quelque chose de nouveau qui va réellement apporter un souffle dans ce projet, dans cette entreprise, dans cette relation. Voilà ce dont je suis prêt à faire avec toi, Malou. Il faut apprendre à se parler, vous voyez? Il faut apprendre à se parler à soi-même. C'est très important. Et donc, surmonter finalement cet échec professionnel par le fait de se former. Oui, oui, la formation va vous permettre de voir, d'identifier là où vous avez peut-être une lacune en termes de compétences, en termes de connaissances. Et alors voilà, c'est en fait, dans cette partie-là, on arrive au plan d'action finalement où on met les bases, on pose les actions qu'il faut pour que je ne puisse plus revenir à cet état d'échec, pour que je ne puisse plus refaire la même erreur, mais qu'au contraire, je puisse l'utiliser pour en faire quelque chose de meilleur. Et donc, il ne faut pas hésiter. Et cette formation-là, elle peut se faire aussi par le fait de vous lancer des défis. Oui, il faut se lancer des propres défis. Il ne faut pas avoir peur de cela. Il ne faut pas avoir peur de retourner voir, de toquer à la porte de votre supérieur et de lui dire, écoute, j'ai conscience que j'ai pas été une lumière sur ce coup-là, mais je voudrais encore
reprendre ma chance, je voudrais travailler sur tel projet et voir ce que je suis capable de faire. Vous devez vous lancer vos propres défis. À un moment donné, j'ai dit, il faut pas partir en vaincu pour être vaincu. Et ben à ce moment-là, ici, lorsque je parle de se lancer des défis, c'est vraiment de partir en vainqueur pour vaincre. Et c'est dans ce mindset-là que vous devez vous mettre. Et entre-temps, vous vous formez. Et donc, finalement, vous voyez aussi, hein, finalement, s'il doit peut-être avoir un réajustement en termes de carrière, en termes de direction que vous devez prendre, en termes de posture, une nouvelle posture que vous devez adopter. Et c'est comme ça, finalement, que vous arrivez à vous transformer. Et au besoin, eh ben, se faire accompagner pour surmonter votre échec professionnel. Et il n'y a aucune honte à se faire accompagner. Au contraire, je vous ai parlé hein, des 51 entreprises qui ont connu des défaites, des échecs cuisants. L'orgueil faisait partie des traits de caractère. Faisons attention à cela. Lorsqu'on sait qu'on a besoin d'être accompagné par un mentor, par une personne qui est déjà plus aguerrie que ce que soit dans ce secteur d'activité, ou encore une personne qui est plus aguerrie dans ce type de relation, etc., allons chercher de l'aide. Ça ne nous diminue en rien et ça ne fait pas de vous quelqu'un d'idiot. Au contraire, ça prouve justement que nous avons affaire à une personne qui va puiser dans son intelligence émotionnelle la motivation qu'il faut, la conscience de soi, les piliers que cette personne a besoin pour finalement se reconstruire et faire en sorte que, qu'elle puisse se regarder devant un miroir et de se dire oui, ça a été dur, mais je l'ai fait, je l'ai réussi. Et ben voilà, c'était un peu ça pour aujourd'hui. Et je voudrais donc avoir un peu vos avis sur tout ce qui a été partagé. Dites-moi-en. Nous avons encore 5-10 minutes avec nous. J'ai hâte de vous entendre. Moi, j'aimerais en tout cas dire merci beaucoup, Malou. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le lien que tu as fait, hein, je ne l'avais jamais fait, entre la capacité d'aller rechercher de l'aide, de se remettre en question avec l'intelligence émotionnelle et tous ces liens avec les dimensions d'empathie, tout ce que tu as dit finalement, quoi, parce que parfois on peut penser que c'est allez, de la vulnérabilité, on peut se sentir gêné, on Mhm. peut se sentir mal au fait avec cette démarche-là. Mais en t'écoutant, au fait, ça m'a fait du bien et ça m'a rassurée en me disant que non, au fait, c'est justement quelque chose de grand et non pas de faible ou de bof, que d'être capable de reconnaître qu'on a besoin d'aide, de formation, d'accompagnement et autres. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ce point, bien, pour tout le reste, mais ce point spécifique m'a beaucoup touchée. Super, super. Est-ce qu'il y a donc quelqu'un d'autre? Kijana, Séraphine, Maoli, je vois, qui pourrait peut-être nous en dire, nous donner aussi, nous partager un point de vue? Si vous permettez, Oui, Séraphine. merci beaucoup. En tout cas, je viens d'être édifiée et j'ai une préoccupation par rapport à la manière dont on peut activer sa résilience dans le cadre de l'échec dans l'entrepreneuriat. Hein, Oui. je vais prendre un exemple concret. Actuellement, je vis en RDC, spécialement au site Kivu, là où nous sommes en train de vivre une histoire un peu bizarre avec la rébellion. Et actuellement, on ne travaille pas, tout est aux arrêts, tout est à l'arrêt, comme on peut le dire, du genre, le travail, il n'y en a plus, et on est obligé d'entreprendre. Et les domaines dans lesquels j'entreprends, par exemple la vente des habits, là, on n'est pas en train de vendre les habits parce qu'il y a l'urgence, les gens ne cherchent qu'à manger. Et là, je me dis Mhm. concrètement, comment est-ce que je vais accepter cette situation? Mon intelligence émotionnelle a besoin d'être activée sur ces coups-là et je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Et pour que je puisse comprendre d'abord cette situation, que je puisse calmer peut-être les enfants avec lesquels je vis, comment je vais me relancer pour que je m'adapte à cette situation, je ne peux pas m'en sortir si je n'active pas cela en moi. Que faire concrètement? Voilà. Oui.
Alors, dans notre parcours, on a parlé du fait que dans l'intelligence émotionnelle, il y a la capacité d'adaptation. Il faut rapidement s'adapter à la situation. On a parlé du changement aussi. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et vous êtes d'ailleurs là où vous êtes bien placé pour pouvoir même nous enseigner là-dessus. Donc, à partir de là, il ne faut pas rester sur les ressorts passés. Les choses ont changé. Alors, c'est quelque chose que vous devez déjà faire le pas d'accepter. Voilà, le changement est là. Le changement n'est pas voulu de moi. Il m'a été imposé par rapport à la situation. Maintenant, par rapport à ce qu'il y a en ce moment, quelles sont les opportunités qui sont à ma portée, finalement à la portée de mes mains, pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse s'en sortir. Et là, c'est important ce que je dis dans le sens où le propre de l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est de pouvoir finalement regarder ce qui manque dans son environnement et d'apporter une solution. Et c'est ce que je vous conseille de faire en fait, Séraphine. Premièrement, c'est d'accepter que les choses ont changé. Deuxièmement, de vous adapter rapidement parce que les enfants n'ont pas le temps d'attendre. Les enfants ne comprennent pas et ne regardent que vers maman. Et troisièmement, c'est de voir ce qu'il y a dans votre environnement et de vous dire, voilà, par rapport à ce qu'il y a, avec ce que j'ai, dans quelle façon je peux répondre à un besoin qui est spécialement et qui est spécifique dans ces temps-ci que nous vivons. Voilà ce que je vous conseillerais de faire. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, il y a aussi un post-it dans le chat hein, qu'Alexandra a partagé. Peut-être que tu ne guéris pas parce que tu essaies d'être qui tu étais avant le traumatisme, mais cette personne n'existe plus. Il y a une nouvelle personne qui essaie de naître, donne vie à cette personne, effectivement, clairement. Donc vraiment, il faut faire le deuil, Séraphine, de avant. C'est une nouvelle réalité, il faut partir de là. D'accord, merci beaucoup et merci pour la réaction de Madame Alexandra également. Ça me fortifie, merci. Super. Malou, moi Très j'ai une bien. question. Oui. Une petite question. Comment faire face à quelqu'un, maintenant je comprends qu'il n'a pas encore, qui n'a pas développé son intelligence émotionnelle, mais qui au fait refuse l'acceptation de la situation et se complaît à vouloir rester dans l'échec. Je suis au fait en face de moi avec quelqu'un, mais qui est aussi beaucoup plus jeune en âge, hein, vraiment beaucoup plus jeune, et qui réalise au fait les challenges, on va dire, un petit peu du monde d'adulte, je vais dire ça comme ça. Et cette personne est face à beaucoup de challenges, mais on dirait qu'elle s'empêtre et elle ne veut pas. Et on a beau tout lui dire, c'est compliqué. Est-ce qu'il faut laisser la personne avoir cette prise de conscience? Est-ce qu'il faut continuer à être présent? Comment tu réagirais au fait? Est-ce qu'il faut maintenir un accompagnement? Comment le faire pour quelqu'un qui reste dans l'échec mais ne veut pas penser même tremplin? En fait, je vais te surprendre par ma réponse. Il faut être dans une présence absente. Je m'explique. Dans une présence absente. Donc, la personne, il faut qu'elle sache que, écoute, je suis là. Voilà ce que je pense. Toi, tu penses autrement. Très bien. Peut-être que tu as raison. Voyons voir ce que ça va donner. Mais au cas où il y a un souci, au cas où finalement tu réalises que ce que tu pensais n'était pas ça, mes bras sont ouverts, mes oreilles sont nettoyées quotidiennement pour t'écouter et pour t'aider à avancer. C'est tout ce qu'on peut faire parce qu'on ne peut pas donner à manger à quelqu'un qui n'a pas faim. Il va D'accord. falloir que la personne elle-même prenne conscience et malheureusement, si ça prend qu'elle se brûle, il faut des fois laisser faire pour qu'elle comprenne que finalement, ça prend d'écouter les uns et les autres et de faire plus attention. Ok, c'est très très clair. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, donc je laisse la main à Steve, il me semble. Je pense on a entamé notre temps. Oui, oui, oui. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions, mais sinon on peut lever la séance, il n'y a pas de souci. Très bien, mais alors merci. Ah, je vois
Il y a un message, un chat. Ah, super. Bah, écoutez, merci énormément. Voilà, c'est ce que c'est que Move Up et let's moving up, comme on dit. Donc, avec ça, quels que soient les échecs que nous avons connus, eh ben, nous saurons en faire un tremplin. Un grand merci de m'avoir fait l'honneur de m'écouter, de partager ce que j'avais pour vous aujourd'hui.